Salut tout le monde. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, donc c'est parce que j'avais pas grand chose à réparer ou à analyser ces derniers temps. Donc là, je vais profiter en fait d'une panne. Alors là, ça va être encore un petit peu comme la vidéo précédente, en lien avec mon lieu de travail. En fait, dans notre bureau, donc on a une unité de chauffage climatisation et qui s'est mis à bugger avec un code d'erreur que maintenant on connaît de manière classique avec la personne qui est à son compte et qui fait notre maintenance au niveau du bâtiment. Pour vous montrer un petit peu, cela j'ai imprimé vu que j'ai pas de tablette sous la main, pour vous montrer un petit peu la configuration. Donc on a dans notre bureau ce module là au plafond, donc qui s'appelle une cassette en LG. Ce module là qui est la télécommande, donc qui permet en fait de contrôler la cassette, de l'éteindre, de l'allumer, etc. On en a une cinquantaine comme ça dans l'ensemble du bâtiment, qui sont tous en réseau. Et ça, c'est les groupes extérieurs qu'on a, donc, qui sont tous en triphasé, donc c'est de la grosse machinerie là, et qui gère en fait l'ensemble du bâtiment. Donc un petit historique, je pense, serait pas mal. Euh, Toute cette partie-là en fait était gérée par une entreprise, une grosse entreprise dont je ne citerai pas le nom, mais qui passait son temps en gros à changer les cartes dès qu'il y avait un défaut. Moi, à un moment donné, j'avais demandé juste comme ça de pouvoir récupérer une des cartes qui était en panne pour pouvoir l'analyser et comprendre pourquoi ça tombait en panne et qu'à chaque fois, il changeait les cartes dès qu'il y avait une panne. Et donc, malheureusement, je n'ai jamais eu ni récupéré aucune des cartes défaillantes. Pourtant, j'ai demandé plusieurs fois aux techniciens qui y passaient. Bref, cette société-là, en fait, elle a été, on l'a retirée, puis maintenant on fait intervenir un indépendant depuis quelques temps, et j'ai sympathisé avec lui, et c'est grâce à ça, en fait, que maintenant je répare les cartes au lieu de les changer. Et en fait, dès qu'elles sont en panne, il me les dépose, moi je les répare, et en fait on tourne comme ça. Donc on n'a pas changé encore l'intégralité des cartes, mais au fur et à mesure, on arrive au niveau du nombre, à atteindre le max en fait des cartes qu'on va avoir à changer. Voilà, donc pour le problème qu'il y a, donc c'est deux codes d'erreur qui ressortent, qui sont a priori assez connus chez LG. C'est le CH242, donc ça s'affiche ici, et le CH03. Donc le CH03 il s'affiche au niveau de l'écran ici, donc il y a en fait les deux caractères qu'on voit ici sont remplacés par un C et un H, et après ça clignote et ça fait 03. Et le 242, c'est parce qu'en plus, on a une commande centralisée qui commande en fait tout le bâtiment avec les programmations horaires, les limitations hautes et basses, le mode chaud-froid, etc., etc., pour simplifier la gestion de l'ensemble des pompes à chaleur qui sont dehors là. Et aussi pour pouvoir avoir le contrôle sur chacune des unités pour, par exemple, couper en automatique l'ensemble du bâtiment quand il n'y a plus personne et non pas laisser les gens oublier d'éteindre par exemple le chauffage en plein hiver ou la clim en plein été. Donc voilà, il y a une commande centralisée qui ressemble à une grosse tablette en gros LG et qui coûte aussi cher. Donc pour revenir au problème, donc en fait la carte qui est là, c'est la carte en fait qui est dans la cassette parce que c'est elle qui pose problème et c'est elle qui à chaque fois qui était changée auparavant par l'entreprise qui gérait notre bâtiment. Voilà, donc c'est une carte qui coûte extrêmement cher parce que maintenant l'indépendant qui travaille là pour nous, c'est entre 300 et 500 euros hors taxe cette carte là. Voilà, c'est vraiment une grosse carte. Et donc le problème qu'il y a, pourquoi il y a des problèmes de communication, donc le CH03 et CH242, ça correspond à des problèmes de com, ils appellent ça comme un problème de communication. Donc ça veut dire problème de communication, pour reprendre ça, soit entre la télécommande et le plafond, le module du plafond, la cassette, donc il y a des fils qui relient les deux éléments, il y a trois fils en fait, deux fils d'alimentation, je vais vous montrer ça tout à l'heure, et un fil de communication, ou soit un problème de communication entre cette partie-là et l'unité extérieure. En fait, il y a une espèce de réseau à deux fils qui tourne sur l'ensemble du bâtiment et qui relie toutes les unités avec un système comme un peu un réseau informatique d'adressage qui permet justement de commander chacune de manière indépendante sans qu'il y ait de conflit entre chaque module.
Voilà, donc pour revenir à cette carte-là, donc alors moi j'ai pas tous les détails parce que c'est pas des domaines moi que je maîtrise beaucoup, hein. Moi c'est l'électronique principalement, mais après tout ce qui est chauffage, climatisation, j'ai des grosses lacunes et c'est pas du tout mon rayon. Moi c'est électronique, informatique, puis bon il y a la musique, le modélisme, enfin voilà, trois autres bricoles comme ça. Mais voilà, donc là je sais que là c'est le connecteur pour brancher l'espèce de soufflerie. Après, de là à voir comment ça fonctionne, bah, ça a l'air d'être assez compliqué, mais voilà, il y a pas mal de fils qui démarrent d'ici et qui vont vers la turbine. Là, il y a plein de connecteurs, alors je ne sais pas exactement tous les connecteurs, s'ils sont tous utilisés ou pas, parce que moi, il me dépose la carte, donc je ne regarde pas trop tout ce qu'il y a de branché dessus, mais il y a beaucoup de fils qui arrivent dessus. Et là, la partie qui m'intéresse moi, c'est celui-là, parce que c'est là en fait où se branche la télécommande. Donc il y a trois fils, hein, c'est simple, hein, deux fils d'alimentation et un fil pour communiquer en fait les informations dans les deux sens. Voilà, donc ça c'est pour la partie connectique. Ici, il y a une EPROM aussi qui est branchée, qui donne en fait les options. Alors cette EPROM là, j'ai déjà copié pour faire une sauvegarde. C'est exactement la même EPROM pour ceux qui auraient éventuellement regardé ma vidéo sur les volets roulants Somfy, bah, c'est exactement le même type de prom, donc c'est exactement la même procédure pour sauvegarder le prom et éventuellement la réinjecter sur une vierge. Voilà, donc pour détailler un peu au niveau de la carte, le cheminement d'électricité, donc c'est une carte en monophasé, donc on retrouve en fait la phase et le neutre qui arrivent ici, et ensuite on reconnaît un petit peu tout le cheminement ici jusqu'au pont de diode. En fait, tout ça, c'est des éléments de filtrage et de freinage en fait du inrush là, de l'impulsion électrique qu'il y a à l'entrée au moment où on le branche. Donc on le voit avec une CTN qui est là, une CTN, voilà la fameuse CTN 80-13, donc 13 c'est le diamètre et 80 je ne sais plus exactement les dominations, mais en gros là cette CTN là présente une résistance à froid. Et quand il y a un courant qui passe, elle se met à chauffer et sa résistance interne diminue jusqu'à tendre vers zéro. Donc en général, c'est entre 5 et 10 ohms à froid. Et après, bah, ça tend vers zéro. Donc là, on retrouve tous les tâches de filtrage, hein. Il y a même un fusible ici. Enfin, bon, c'est une partie où on n'a jamais eu de problème ici. Et ensuite, on a le pont de diode et on retrouve donc le gros condensateur de 400 volts, 450 volts. Donc il est vraiment gros, c'est un 220 micros. Et on a ici donc le petit, je l'appelle toujours le petit 7 pattes parce qu'il y a toujours souvent ces composants-là sont utilisés, c'est des 7 pattes. En fait, c'est le contrôleur de découpage pour la lime à découpage et c'est lui en fait qui pilote le petit transfo jaune qui est là. Et en général, lui, ce qu'il peut avoir comme problème, là c'est pas, je l'ai jamais rencontré, c'est le petit condensateur. Je ne sais pas où il est celui-là. C'est peut-être un des deux qui est là. C'est le petit condensateur qui permet de le démarrer, qui sur d'autres cartes, quand c'est un condensateur chimique, peut sécher et du coup empêche la lime de démarrer correctement. Voilà, donc après on retrouve le petit transfo à découpage qui, comme on le voit, est pas du tout gros, donc c'est une petite lime de faible puissance. Et ensuite, donc on peut regarder de l'arrière, donc on a le processeur ici, puis des éléments de commande. Et on voit qu'il y a deux sorties sur ce transfo là. Donc on le voit au fait qu'il y a deux diodes. Donc ça fait penser aussi à la carte que j'avais testée sur une vidéo, la vidéo précédente, la cave, enfin, la vidéo d'avant, avant la précédente, la cave à vin, où en fait c'est deux rails d'alimentation indépendants. Donc là, en bas, si on continue à suivre, bah, on voit qu'on a donc deux condensateurs qui sont en parallèle, ici et ici, et ils ont été mettre des petites bobines entre les deux pour un petit peu ralentir encore une fois les pics. Et là, ah voilà. Donc voilà, là on voit bien la référence, donc c'est un 78L05. Donc le régulateur hyper archi classique 7805, donc il sort 5 volts, donc ça veut dire qu'il a le rail 12 volts a priori ici, c'est du 12 volts, hein, qui rentre et il convertit en analogique en 5 volts. Et derrière il y a son condo de filtrage et ensuite donc il alimente l'électronique qui est là.
Donc au niveau des pannes, pourquoi ça crée en fait, et je vais vous montrer après, les fameuses erreurs CH242 ou CH03, c'est tout simplement parce que les condos, encore une fois, l'électronique souvent revient au condensateur, bah, ils sont tous morts en fait, voilà. Donc ces quatre-là, je les change direct. Donc ces deux-là, ils sont moins morts entre guillemets que ces deux-là, mais ces deux-là, ils sont toujours archi cuits. Et en plus, je change aussi les deux condensateurs qui sont là et là, qui sont les mêmes, qui sont justement les condensateurs qui lissent en fait le 5 volts, ici et ici. Donc voilà. Donc ce que je vais faire pour vous montrer un petit peu dans l'état actuel de la carte, ce que ça fait au niveau du signal du 12 volts, vous allez comprendre tout de suite le problème. Donc pour ça, je vais prendre directement l'oscilloscope parce que si on branche, si on met multimètre là, on aura 12 volts. Donc on verra, on aura l'impression que ça marche, mais c'est pas le cas. D'ailleurs, sur la photo, on a le code d'erreur qui fonctionne. Donc si le code d'erreur s'affiche, c'est que le 12 volts arrive. Mais le 12 volts, vous allez le voir, il pose quelques problèmes. Hop. Donc là, je vais utiliser ma méthode. Je crois que je dois être tout seul sur Internet à utiliser cette méthode-là pour ne pas travailler sous tension. Donc dès que j'ai une alime à découpage, je ne m'embête pas. Je prends la petite alimentation de télé là, que je vous avais présenté déjà précédemment sur d'autres tests. Et je m'en sers en fait comme alimentation de labo haute tension, ce qui est très bien et ce qui me permet de travailler en sécurité. Voilà, donc c'est tout bête, hein, je vais pincer en fait en haut et en bas. Et puis là, ouais, 90 volts, ça devrait suffire. Donc là, il est à 91,4. Et je vais me mettre, donc j'avais préparé un fil pour ici, pour simplifier un peu, parce que c'est un peu difficile sinon de pincer. Et je vais allumer l'oscillo. Enfin, il était déjà allumé d'ailleurs. Alors. Voilà, bon, j'ai mis 5 volts par carreau, normalement je devrais avoir 12 volts, donc 2 carreaux et un petit bout. Bon, logiquement le plus est là et le moins est là, mais ça c'est pas très grave si c'est inversé. Hop. Voilà, et donc je vais mettre la carte sous tension. Donc là c'est la terre qui est normalement vissée ici sur le plafond. Toc. Bon, on va voir si 90 volts c'est suffisant pour la démarrer, mais je pense que oui. Ah, voilà. Voilà, donc alors là l'oscillo il est pas trié parce que voilà. Bon, on voit déjà qu'il y a un problème, c'est que le 12 volts, donc on a bien à peu près 12 volts. Donc en réalité, en fait, on a même entre 12 et 14, et en fait on a un pic-pic qui est vraiment énorme, hein, de 2 volts. Ça veut dire que la petite variation là, ici, elle fait 2 volts d'après l'oscillo. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la composante continue pour ne voir en fait que le pic. Donc je passe du coup en AC, ce qui va me permettre du coup d'augmenter la sensibilité de mesure. Voilà, et ben là on voit le problème. Donc en fait on a vraiment un rail 12 volts qui est complètement instable et qui fait du coup planter tout le reste au niveau de l'électronique qui est derrière. Voilà, donc s'il est instable, c'est qu'il y a un problème très probablement, vu comment c'est, de condensateur. Alors je vais essayer de m'éloigner pour voir si on arrive à choper une forme d'onde ou pas. Non, non. Alors c'est dommage, cet oscillo-là, il n'a pas les couleurs qui varient. Alors, le gros que j'ai, il l'a, mais il n'est pas en phase, donc je ne peux pas mettre en vidéo. Et s'ils sortent le modèle comme ça, avec l'écran qui varie de couleur, je l'achèterai. De toute façon, il est tellement bien cet oscillo. Voilà, donc pour l'instant, on voit le problème d'instabilité, on va dire en zoom. Et on voit aussi du coup les pics qui sont à 1,8 volts, ce qui correspond aux fluctuations qu'on avait tout à l'heure de l'oscillo. Donc là, ce que je vais faire,
un peu de manière empirique. Je vais arrêter la lime, comme ça on va éteindre. Voilà, je vais la redémarrer, donc je ne sais pas si on a entendu, mais il y a le bip hein, qui est émis par la platine. Voilà, c'est le bip en fait de démarrage pour dire que la carte s'est lancée. Donc ça confirme bien que ma petite alim ici à 91 volts là suffit largement pour faire les tests. Voilà. Donc je vais débrancher tout ça et puis on va essayer de mesurer les condensateurs en direct. Donc je vais faire d'abord par le multimètre, même si je l'ai chargé en gros qu'à 100 volts, il est quand même déchargé parce que sinon il va piquer. Oh, il reste 2 volts dedans encore, donc ça va. Je vais le mettre en basse impédance. Bon, je pense que ça doit être bon. Ouais, ça y est, il est déchargé là. Voilà. Donc, les condos, donc ici, ils sont en parallèle, ces deux-là, et ces deux-là sont en parallèle. Celui-là, il est tout seul, je suis quand même allé le mesurer, mais lui, 220, je pense pas qu'il est... Ah, et puis si je me mets pas en condo, ça risque pas de marcher, voilà. Voilà, bon bah lui, il est vraiment dans les clous. Vu du multimètre, on est à 220, pas de problème. Donc, les deux qui sont là, les valeurs, comme d'habitude, voilà la pêche. Ah voilà, c'est là. Alors, tac, voilà, donc 220 ici et un mode c'est un 470. Voilà, 470 c'est 25 volts et 220 25 volts. Et normalement, c'est les deux mêmes là-haut. 470 35 celui-là. Et 220 35. Donc en fait, c'est juste le voltage qui est différent sur ces deux-là par rapport à ces deux-là. Voilà. Donc si je me mets aux bornes, par exemple, de ces deux-là, donc celui-là correspond. Alors ce qu'on peut voir aussi, c'est que là, c'est un peu chiant au niveau des pattes, puisqu'en fait, ils ont plié toutes les pattes. Alors à chaque fois, c'est un peu la galère pour dessouder ce genre de pattes, parce qu'elles sont pas droites, donc quand on fait chauffer, bah, il faut aussi pousser en même temps l'autre. Ou enfin, je vais voir ça. Donc déjà, je peux prendre ces deux pattes là, par exemple, et je vais récupérer normalement les deux condos qui sont là. Donc voilà, donc 220 plus 470, hein, donc 690 normalement. Voilà, bon bah déjà, on a... Et puis ça n'arrête pas de clignoter, donc c'est pas bon signe. Donc en gros, on a entre 367 et 4... Ça n'arrête pas de bouger, donc ça veut dire qu'il y a vraiment un condo qui est complètement mort, hein, ou les deux. Hein. Et de l'autre côté, donc si je prends celui-là, celui-là on est déjà un petit peu mieux. Mais bon, je les change quand même, malgré tout, puisque c'est les mêmes problèmes. Donc celui-là, il est plus stable au niveau de la mesure. Là, je l'ai perdu. Voilà. Ici. Voilà. Voilà, il est plus stable ici, il ne fait pas que clignoter. Après, c'est des mesures en ligne, hein, donc il faut penser aussi qu'il peut y avoir des éléments qui parasitent, mais en l'occurrence, on a quand même des valeurs qui ressortent. Donc on peut quand même relativement s'y fier malgré tout. Et là, donc 380, 360, 400, donc ça fait des bons. Et ça fait des bons dans les deux sens. Donc ça veut dire que là, vraiment, il y a un ou deux condos qui est mort. Et on ne le voit pas, là, c'est pas gonflé ou autre hein, dessus. Et après, donc on peut aussi faire la mesure avec la pince. Donc là, en l'occurrence, on aura en plus le SR. Et là, ça marche beaucoup mieux pour les mesures en circuit, parce qu'en fait, là, ça envoie un signal sinus. Et donc, c'est moins susceptible d'être parasité. Et en plus, on peut changer le voltage de mesure. Donc moi, en général, je mets 0,1. 0,1 volt, hein, ce qui évite en fait le déclenchement des éléments de type diode ou transistor, qui en général se déclenchent au moins 0,3, 0,4, voire 0,5.
Voilà, donc par contre, avant d'utiliser ça, il faut être sûr que tout est à 0 au niveau du voltage, parce que voilà, cette pince-là n'aime pas du tout le retour de courant. Alors, il y en a un ici. Bon, 0,15, ça devrait aller quand même. Celui-là, donc c'est celui-là qui pose le plus de problèmes. Donc, on va voir. Voilà. Donc en dynamique, donc là il a choisi 100 Hz, hein, c'est lui qui choisit la fréquence. Il a décidé de prendre 100 Hz en référentiel. Donc déjà on a un ESR qui est vraiment dégueulasse, encore une fois, 6 ohms 55 et on a 250 micros en dynamique pour deux condos qui font donc 470 un et 220 l'autre. Donc si je mesure l'autre partie, donc je vais vérifier aussi le voltage pour être sûr qu'il n'y a plus rien. Ou pareil, bah alors là il est à 0 lui. Voilà, donc en dynamique, du coup, on a 425, donc beaucoup mieux, et 1 ohm 4, c'est beaucoup mieux que l'autre, mais bon, on est encore loin des bonnes valeurs. Donc voilà pour les mesures des composants. Donc j'avais déjà préparé, parce que connaissant les pannes, bah, j'avais déjà préparé le lot de condo. Donc j'ai pris que du Nichicon parce que je suis un grand fan des produits japonais, donc c'est pas nouveau, voilà, donc du Nichicon en 35 volts, comme ça je mets tout le monde en 35 volts. Et alors ceux-là, j'avais pas trouvé en Nichicon pour le 220, donc j'ai pris, je sais plus quel truc, donc j'ai pris ça sur Mousseur, hein, moi je prends que des sites officiels, donc Mousseur c'est un site que j'apprécie, donc je suis habitué à commander chez eux. Et du Nichicon, alors ça c'est pour les deux petits, alors là j'ai un peu exagéré mais c'est pas plus mal. Là les petits qui sont là que j'ai pas mesuré du coup, je vais le faire tout de suite après. C'est des, alors quand j'aurai trouvé l'endroit, encore une fois ici, c'est des 220 en 10 volts. Voilà, celui-là et celui-là, celui qui est derrière le régulateur. Alors, du coup le régulateur il va me gêner, voilà. 220 en 10 volts. Voilà, donc ces deux-là, je ne sais pas dans quel état ils sont, alors je vais regarder vite fait, encore une fois, au multimètre pour commencer. Et peut-être, je vais vérifier en ohms avant, mais peut-être qu'ils sont en parallèle, ça c'est possible. Alors, le plus ici, et le plus ici. Non. Ah si, c'est que voilà. Donc, alors là du coup c'est le moins, je me suis trompé, c'est le moins, donc ça c'est normal. Le plus il était là, je suis bête, voilà. Voilà, donc les deux sont en parallèle en fait via les pistes en dessous. Les pistes en dessous et au-dessus probablement. Donc au final, en mesurant l'un ou l'autre, je devrais trouver du coup la somme des deux, donc 440 normalement. Je vais prendre celui-là, c'est le plus proche. Bon, bah, on n'est pas du tout dans la valeur. Je vais revérifier le voltage. Bon, on a 0, donc pas de problème. Et je passe du coup la pince pour essayer d'avoir plus de précision. Voilà, bah, on a 192 pour les deux. Donc logiquement, si je prends la mesure là-bas, j'arrête pas de me coincer. Voilà. Si je prends la mesure ici, voilà, donc on a la même chose. Donc ça confirme que les deux sont bien en parallèle. Et 192 pour 2 fois 220, bah voilà, on se rend compte que ces deux-là aussi sont cuits. Voilà, donc bah, je vais procéder au changement. Je pense que je vais faire une pause ici parce que, comme vous avez vu, le changement n'est pas évident. Et puis je reprends la vidéo après. Donc en soi, c'est simple, c'est juste à dessouder, à ressouder.
Mais comme les pattes elles sont complètement pliées et qu'il y a assez peu de place pour manœuvrer, et bah ça va peut-être me prendre un petit moment, donc je vais le faire hors caméra, ça c'est pas super intéressant à changer, à dessouder, ressouder des composants. Donc voilà, je vous reprends tout à l'heure. Bon, ça y est, j'ai pu finir le changement des 6 condensateurs. Donc bon, ça n'a pas été super évident puisque c'est des doubles faces avec des pistes de masse qui sont quand même assez larges. Donc le fer à souder a besoin de bien chauffer. Donc voilà ce que ça donne. Donc tout était bien référencé au niveau du plus et du moins. J'ai pas trop eu de difficultés à ce niveau-là. Donc on voit les deux nouveaux. Je vais prendre mon petit crayon. Donc les deux de 220 que j'ai remplacés ici et ici, les 470 là et là, et les 220 ici et ici. Voilà, donc là on va refaire des petites mesures en statique et en dynamique, et puis bah il y a tous les anciens qui sont là, donc on va en profiter maintenant qu'ils sont hors platine pour les mesurer vraiment réellement et voir leur valeur. Donc en statique, alors là je l'ai mis sur un support, je vais l'enlever parce qu'en fait il ne va plus servir le support. Donc ça, ce support là, il y a pas mal de contrefaçons, donc il faut faire attention. Moi je l'ai acheté sur Eleshop, hein, c'était pas excessivement cher. J'ai pas vissé les grands pieds métalliques qui étaient là, parce que ça prend trop de place sur le bureau et ça tient déjà très bien comme ça. Voilà, je sais plus le nom de ce truc là, mais voilà, c'est... Alors, hop. Donc on reprend le multimètre pour faire la mesure en statique. Donc maintenant que j'ai ressoudé les éléments, ça va être plus simple au niveau des contacts. Ça va faire des contacts un peu plus fiables. Je vais aussi, j'ai pas enlevé tous les résidus de pâte que j'ai coupés. Voilà. Donc déjà, donc là, on avait vu que ces deux-là, ils sont en parallèle. Donc on va pouvoir leur vérifier en mesurant normalement. Donc c'est 220 chacun, donc 440. Hop là. Voilà, donc on a 500. On a un peu plus de 500 là. Donc là on a vraiment des super condensateurs de neufs et puis de qualité. Et donc là on a 470 et 220. Donc 470, 220, ça fait 690 de chaque côté. Donc c'est parti pour les mesures. Voilà, on a 675 de ce côté-là, on va dire. Et l'autre côté qui est par là, on a 700. Voilà. Donc là on a vraiment des super valeurs au niveau statique. Et maintenant en dynamique, on va pouvoir vérifier aussi le SR du coup avec la pince. Voilà. Donc on va commencer par ceux-là parce qu'ils sont faciles à accéder. Voilà, alors là on a vraiment des super bonnes valeurs. 465 et des milliohms, 240 milliohms de SR. Donc là c'est impeccable pour les deux marrons. Et donc je vais mesurer les deux paires ici. Alors je vais reprendre ici et ici par exemple. Voilà. Et bah là c'est pareil, impeccable. 600 micros et 158 milliohms. Là on a vraiment des super valeurs. Et ici. Voilà, bah pareil, on a des super valeurs, hein. Donc 630 et 134 milliohms. Donc là, c'est vraiment nickel. C'est vrai que j'ai pas mesuré les petits, mais là, c'est des petites valeurs. Donc celui-là, c'est un 0,47. Donc là, c'est vraiment petit. Et celui-là, 4,7. Voilà, donc je vais vite fait les passer. Si j'arrive à les avoir. Est-ce que je peux les avoir par là? Ah bah, en fait, ils sont en parallèle, donc je vais pas pouvoir les avoir. Donc celui-là, il est en parallèle des deux gros. Et celui-là,
Ah, celui-là, il est tout seul. Et on a 4,6, voilà, 4,5 et 45 ohms de SR. Je ne connais pas trop les valeurs de SR sur des si petits condos. Mais bon, la valeur statique, dynamique est bonne en microfarad. Donc ce que je vais faire, ben, je vais rebrancher la platine. Donc je reprends la lime que j'avais forcément éteinte parce qu'elle ne me servait plus pour le moment. Hop, voilà. Puis là, bon, j'ai le petit bouton qui est à 0. Hein, donc là, je peux pincer sans sécurité. En sécurité plutôt. Voilà. Et puis je vais rallumer l'oscillo. Ah, avant, je vais mesurer cela, parce que c'est vrai que j'ai oublié. On va regarder vite fait. Je pense qu'on va rigoler au niveau des valeurs, vu les sommes que ça faisait tout à l'heure. Donc, celui-là, 220-35. Voilà, ah ouais, bon, 191 et 1,2. Donc, on va dire qu'il est relativement bon encore, celui-là. 220-25. Toujours à décharger avant, mais bon, là, ils sont déchargés. Hein. Ouf, bah, voilà, donc lui, il est complètement mort. 49 micros et 41 ohms de SR. Donc 49 micros pour un 220 et aucune trace de gonflage dessus ou de perçage. Donc là, il est vraiment mort, mais sans signe extérieur. Celui-là, 470-35. Là, voilà. Donc 470, il s'est transformé en 232 et 2 ohms de SR. Donc pareil, mort. Et aucun signe non plus visuel. Celui-là, 470-25. Voilà, donc on a 7 ohms de SR et 200 micros, donc c'est catastrophique aussi. Et pareil, hein, aucun signe extérieur de dommage. Donc, et les deux petits de 220, 10 volts. Oui, 10 volts. Ouais. Voilà. Ah, bon, bah celui-là, il s'est transformé en nanofarad et il fait des kiloohms. Donc celui-là, il est complètement HS et pareil, il n'y a rien de visuel. Et donc le même. Ah, celui-là, il marchait encore. Donc c'est celui-là, en fait, comme ils étaient tous les deux en parallèle, c'est celui-là qui fournissait tout le travail. Et celui-là, il servait plus à rien. Voilà. Donc en gros, bon, bah, il y en a plus de la moitié qui sont morts. Bon, après, il vaut mieux tout changer hein, quand c'est ça. Donc je reprends les mesures à l'oscilloscope et on va regarder un peu la forme d'onde que ça donne après le changement. Voilà, là on voit bien. Voilà, donc là je suis directement en mesure, en zoom on va dire, donc en filtrage de la partie continue. C'est parti, donc on devrait l'entendre biper. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut voir? Eh ben pas grand chose en fait, il n'y a plus une seule fluctuation électrique. C'est ultra plat, on a 50 millivolts à peine là, d'après ce qui 60, 50, soit il a du mal à mesurer le pic to pic. Alors du coup ce que je vais faire c'est que je vais encore réduire la sensibilité, puisqu'on peut descendre très bas avec celui-là, au niveau des millivolts. Voilà, je suis à 100 millivolts par carreau, on n'a pas grand chose, là je suis à 50 millivolts. « 20 millivolts, voilà on commence à voir quelque chose à 20 millivolts. Voilà, je vais faire un petit peu de trig. Voilà,
Donc c'est vraiment complètement négligeable. On a un espèce de signal qui doit correspondre au découpage, je pense. Voilà. On reconnaît un petit peu la forme. Mais là, on parle de 40 millivolts pic to pic, ça veut dire rien du tout. Et si j'enlève, donc si je me remets en mode complet, c'est-à-dire en DC, voilà, on a une ligne droite qui est parfaitement droite là. Tout à l'heure, on avait des petites bosses. Là, on a la ligne droite parfaite. Voilà, donc comment corriger ce défaut, donc qui est encore dû à des histoires de condensateurs qui sont morts. Donc voilà, donc je pense que cette vidéo, elle va pas forcément être utile à beaucoup de monde, puisque c'est quand même, je pense, des appareils je pense qu'on trouve pas beaucoup, en l'occurrence chez les gens. Mais bon, voilà, je me suis dit, je vais quand même faire la vidéo, histoire de continuer un peu à montrer ma méthode de recherche de panne et de réparation. Donc qui est toujours, comme je vous disais au début, assez particulière, parce que comme je vous dis, il n'y a personne. J'ai jamais vu aucune vidéo qui utilise les testeurs de LED de TV comme alimentation de laboratoire, on va dire, pour démarrer des cartes à l'IMA découpage. Donc voilà, ben merci à tous les gens qui me laissent des messages très sympathiques et merci aussi aux gens qui suivent mes vidéos. Voilà, et bonne soirée, salut.